Le 22 janvier 1943, à 9h17 du matin, le second lieutenant John George était accroupi dans les ruines d'un bunker japonais à l'ouest de Point Cruz. À travers la lunette dont ses camarades officiers s'étaient moqués pendant 6 semaines, il observait un Banyan à 220 mètres. Champion de l'Illinois, 27 ans, 0 cible confirmée. Les Japonais avaient 11 tireurs d'élite dans les bosquets de Point Cruz. En 72 heures, ils avaient tué 14 hommes du 132e régiment d'infanterie. Son commandant avait traité son fusil de jouet. Les autres chefs de section l'appelaient son coup de cœur par correspondance. Lorsqu'il avait déballé le Winchester Model 70, avec sa lunette Lyman Alaskan et son montage Griffin et Howe au Camp Forrest dans le Tennessee, l'armurier avait demandé si c'était pour le cerf ou les Allemands. George avait expliqué que c'était pour les Japonais. Ils avaient embarqué avant que le fusil n'arrive. George avait passé la traversée vers Guadalcanal à regarder les autres nettoyer leurs garants, tandis que son arme restait dans un entrepôt dans l'Illinois. Il avait demandé à ce qu'elle lui soit expédiée par courrier militaire. 6 semaines plus tard, fin décembre 1942, un sergent des équipements lui avait tendu une caisse en bois marquée « Fragile ». À l'intérieur se trouvait le fusil qu'il avait économisé 2 ans de solde de la garde nationale pour s'offrir. Le fusil pesait 4 kg. La lunette ajoutait 350 grammes. Le garand, délivré à tous les autres hommes de son bataillon, pesait 4,3 kg sans grossissement. Le fusil de George était à verrou, 5 cartouches. Le garand était semi-automatique, 8 cartouches. Le capitaine Maurice lui avait ordonné de laisser ce fusil de sport dans sa tente et de porter une vraie arme. George l'avait emporté quand même. Le 132e régiment d'infanterie avait relevé les Marines à Guadalcanal fin décembre 1942. Les Marines se battaient depuis août. Ils avaient pris Henderson Field, l'avaient tenu, mais ils n'avaient pas pris le mont Austin et n'avaient pas nettoyé les Japonais des bosquets côtiers à l'ouest de la rivière Matanikau. Le mont Austin s'élevait à 462 mètres. Les Japonais l'appelaient Gifu, 500 hommes. 47 bunkers. Le bataillon de George attaqua le 17 décembre. Ils combattirent 16 jours. Ils perdirent 34 tués et 279 blessés avant de finalement prendre le versant ouest le 2 janvier. D'ici là, George n'avait tiré qu'une seule fois avec son Winchester au combat. 0. La jungle autour de Point Cruz était différente. Pas de bunker, pas de position fixe. Juste des soldats japonais qui s'étaient repliés vers l'ouest depuis Henderson Field et s'étaient enterrés dans les arbres massifs. Certains de ces soldats étaient des tireurs d'élite. Ils avaient des Arisaka type 98 avec lunettes. Ils connaissaient la jungle. Ils savaient attendre. Le 19 janvier, un tireur d'élite tua le caporal Davis alors qu'il remplissait des cantines à un ruisseau. Le 20 janvier, un autre tireur d'élite tua 2 hommes de la compagnie L pendant une patrouille. Le 21 janvier, 3 autres hommes moururent. L'un d'eux fut touché à la nuque depuis un arbre que la patrouille était passée devant 2 fois. Le commandant du bataillon convoqua George cette nuit-là. Les tireurs d'élite japonais tuaient ces hommes plus vite que la malaria. Il avait besoin de quelqu'un qui savait tirer. Il voulait savoir si ce fusil par correspondance pouvait réellement toucher quelque chose. George expliqua ses références. Champion de l'Illinois à 900 mètres en 1939. À 23 ans, le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'État. Groupe de 15 cm à 550 mètres avec des mires métalliques. Avec la Lyman Alaskan, 5 cartouches à l'intérieur de 10 cm à 275 mètres. Le commandant lui donna jusqu'au matin pour le prouver. George passa la nuit à vérifier son fusil. Le Winchester avait été emballé dans de la cosmoline pour le voyage maritime. Il le nettoya à nouveau. Il vérifia les montures de la lunette. Il chargea 5 cartouches de munitions de chasse .30-06 qu'il avait emballées dans le Tennessee. Des munitions de guerre, la même cartouche que le garand. À l'aube du 22 janvier, George prit position dans les ruines d'un bunker japonais capturé par son bataillon 3 jours plus tôt.
Le bunker surplombait les cocoteraies à l'ouest de Point Cruz. Les renseignements indiquaient que les tireurs d'élite japonais opéraient depuis les grands arbres de cette zone, les banyans. Certains atteignaient 27 mètres de haut, avec des troncs de 2,5 mètres d'épaisseur. Un tireur d'élite pouvait grimper dans un de ces arbres avant l'aube et y rester toute la journée sans être vu. George n'avait pas amené d'observateur, pas d'opérateur radio, juste son fusil, une cantine et 60 cartouches dans des lames chargeuses. Il s'installa dans le bunker et commença à observer les arbres à travers sa lunette. La Lyman Alaskan avait un grossissement de 2,5 fois. Pas beaucoup, mais suffisant pour voir des mouvements dans les branches que l'œil nu manquerait. La jungle n'était jamais silencieuse. Oiseaux, insectes, le son lointain de l'artillerie. George avait appris à filtrer le bruit et à se concentrer sur le mouvement. Il balaya l'arbre lentement, de gauche à droite, de haut en bas. À 9h17, il le vit. Une branche bougea. Pas de vent, juste un léger déplacement. À 26 mètres de haut, dans un banyan à 220 mètres. George observa. La branche bougea à nouveau. Puis il vit la forme. Un homme, vêtu de sombre, positionné dans une fourche où 3 branches se rencontraient. Le tireur d'élite japonais faisait face à l'est, observant la piste où son bataillon déplaçait des ravitaillements. George ajusta sa lunette, 2 clics à droite pour le vent. Il contrôla sa respiration. La détente du Winchester était lisse comme du verre, 1,4 kg de pression. Il avait passé des heures à la régler à Camp Perry avant la guerre. Maintenant, il allait découvrir si un fusil de tir civil pouvait tuer un homme entraîné à le tuer le premier. George pressa la détente. Le Winchester recula dans son épaule. Le son déchira la jungle. À 220 mètres, le tireur d'élite japonais eut un sursaut et tomba. Il dégringola à travers les branches. Son corps chuta 27 mètres et s'écrasa près de la base du banyan. George actionna la culasse. L'étui vide fut éjecté. Il en chambra une autre. Il garda sa lunette sur l'arbre, guettant un mouvement. Rien. Le partenaire du tireur serait proche. Les tireurs d'élite japonais travaillaient en binôme. Un tireur, un observateur. Si George venait de tuer le tireur, l'observateur était quelque part dans cet arbre ou dans les arbres voisins. George balaya les banyans environnants. Le grossissement de 2,5 fois de la lunette le força à chercher lentement. Chaque arbre pouvait cacher plusieurs hommes. La canopée créait des ombres qui rendèrent les formes impossibles à distinguer sans une observation minutieuse. À 9h43, il trouva le second tireur d'élite. Un arbre différent, 55 mètres au nord du premier. Celui-ci était plus bas, peut-être à 15 mètres. Le soldat japonais descendait du tronc, se repliant. Il avait entendu le coup de feu et savait que sa position était compromise. George visa, anticipa le mouvement, tira. Le second tireur d'élite tomba à la renverse de l'arbre. Son fusil dégringola à travers les branches avant lui. Les 2 corps touchèrent le sol de la jungle, à quelques secondes d'intervalle. 2 coups, 2 morts. George rechargea son Winchester avec une lame chargeuse. Ses mains étaient stables. Sa respiration était contrôlée. Ce n'était pas différent du tir à Camp Perry, sauf que les cibles ripostaient. À 11h21, une balle japonaise frappa le sac de sable à 15 cm de la tête de George. L'impact projeta de la terre sur son visage. Il roula sur la gauche et se plaqua contre le mur du bunker. Le coup était venu du sud-ouest, une direction différente des 2 premiers tireurs. George attendit 3 minutes avant de bouger. Il retourna lentement à sa position de tir et balaya les arbres au sud-ouest. Le tireur se serait déplacé après avoir tiré. C'était la doctrine de base du tireur d'élite, tirer et changer de position. Mais dans une jungle aussi dense, les options de repli étaient limitées. George le trouva à 11h38, 3e arbre depuis la gauche, dans un groupe de 5 banyans, 22 mètres de haut. Le tireur d'élite japonais s'était repositionné sur une branche différente, mais était resté dans le même arbre. Une erreur. George
plaça le réticule sur la forme sombre et tira. Le troisième tireur d'élite tomba sans un bruit. À midi, George avait tué 5 tireurs d'élite japonais. La nouvelle se répandit dans le bataillon. Les hommes qui s'étaient moqués de son fusil par correspondance demandaient maintenant s'ils pouvaient le regarder travailler. George refusa. Les spectateurs attiraient l'attention. L'attention attirait les tirs. Les tireurs d'élite japonais s'adaptèrent après le 5e mort. Ils cessèrent de bouger pendant la journée. George passa l'après-midi à scruter les arbres sans rien voir. À 16 heures, il retourna au poste de commandement du bataillon. Le capitaine Morris l'attendait. La moquerie avait disparu de sa voix. Il voulait George de retour en position à l'aube. Le 23 janvier commença sous la pluie. Une pluie tropicale lourde qui transforma le sol de la jungle en boue et rendit les arbres invisibles au-delà de 90 mètres. George resta dans le bunker et attendit que le temps se dégage. La pluie cessa à 8h15. À 8h45, la visibilité était suffisante pour travailler. George repéra le premier tireur d'élite de la journée à 9h12. Le soldat japonais s'était installé en position pendant la pluie. Intelligent. Le bruit de la pluie couvrait les mouvements. Ce tireur avait choisi un arbre à 265 mètres, une portée plus longue que la veille. Également intelligent. Ils apprenaient ses capacités. George compensa la distance et tira. Le tireur d'élite tomba. Le 6e mort provoqua une réaction que George n'avait pas anticipée. À 9h57, des mortiers japonais commencèrent à frapper la zone autour de son bunker. Ils avaient triangulé sa position à partir de la lueur du tir ou du son. Les premiers obus tombèrent à 37 mètres en deçà. La seconde salve à 18 mètres. La troisième salve frapperait le bunker. George saisit son fusil et courut. Il sprinta vers le nord le long de la lisière des arbres et plongea dans un cratère d'obus. Alors que la troisième salve tombait, le bunker qu'il avait occupé quelques instants plus tôt disparut dans les explosions et les débris volants. Il se replia sur une position différente, un arbre abattu 110 mètres au nord du bunker détruit. L'arbre offrait un couvert et une vue dégagée sur les bosquets. George s'installa et reprit son observation. Les Japonais envoyèrent d'autres tireurs d'élite cet après-midi-là. Ils savaient que George les chassait. Ils le chassaient maintenant à leur tour. La dynamique avait changé. Ce n'était plus du tir sur cible. C'était un duel. À 14h23, George tua son 7e tireur d'élite. À 15h41, il tua le 8e. Celui-ci avait grimpé haut, 28 mètres dans un banyan. Un bon camouflage, mais la hauteur créait une silhouette contre le ciel lorsque l'angle du soleil changea. À 17 heures, le capitaine Morris envoya un coureur chercher George. George était en position depuis 9 heures. Morris voulait des chiffres. George rapporta 8 morts confirmés en 2 jours, 12 cartouches tirées, 8 morts, 4 tirs manqués. Morris affecta George à la poursuite des opérations contre les tireurs d'élite à partir de l'aube du 24 janvier. Cette nuit-là, George nettoya son Winchester et considéra les mathématiques, 11 tireurs d'élite japonais opérant dans les bosquets de Point Cruz. 8 morts maintenant, 3 restants. Ces 3 seraient les meilleurs, ceux qui avaient survécu le plus longtemps. Et maintenant, il savait exactement à quoi ressemblait George et exactement quel fusil il portait. George chargea son Winchester avec 5 cartouches neuves et essaya de dormir. À 3 heures, il abandonna et s'assit dans sa tente, le fusil sur les genoux. La pluie recommença à 4h15. À 5h30, elle était suffisamment forte pour retarder les opérations à l'aube. George utilisa ce temps pour se déplacer vers une nouvelle position. Pas le bunker, pas l'arbre abattu, un endroit que les Japonais n'attendraient pas. Il choisit un point à 65 mètres au sud de sa position précédente, un groupe de gros rochers que les Marines avaient utilisés comme nid de mitrailleuses en décembre. La position offrait un bon couvert et des champs de tir qui se chevauchaient vers les bosquets. Il s'installa et attendit que la pluie cesse.
À 7h43, la pluie ralentit en bruine. La visibilité s'améliora. George commença à scruter les arbres. À 8h17, le 24 janvier, il trouva le tireur d'élite numéro 9. Le soldat japonais était positionné dans un palmier à 175 mètres. Bas, seulement à 12 mètres de haut. Inhabituel. La plupart des tireurs grimpaient haut pour une meilleure vue. Celui-ci avait choisi le camouflage plutôt que l'élévation. Les palmes créaient une cache naturelle qui serait invisible depuis le sol. Mais George n'était pas au niveau du sol. Il était surélevé sur les rochers. L'angle lui donnait une vue plongeante dans les palmes. Il pouvait voir la forme sombre des épaules et de la tête du tireur. George visa, contrôla sa respiration, commença à presser la détente. Puis il s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. La position était trop évidente, trop facile. George chassait les tireurs d'élite depuis 3 jours. Il avait tué 8 hommes. Les 3 restants ne feraient pas d'erreurs élémentaires. Ils ne se positionneraient pas là où un tireur surélevé pourrait les repérer, à moins que ce ne soit un appât. George baissa son fusil et balaya les arbres environnants. Si le tireur dans le palmier était un appât, le vrai tireur serait positionné pour le couvrir, guettant quiconque tirerait, attendant la lueur du coup de feu, prêt à riposter. George balaya les arbres méthodiquement, de gauche à droite, de haut en bas. Il vérifia chaque arbre dans un rayon de 275 mètres autour du palmier. Cela prit 11 minutes. À 8h28, il trouva la vraie menace. Un banyan à 75 mètres au nord-ouest du palmier, à 28 mètres de haut. Le tireur d'élite japonais était positionné dans une cache parfaite. Branches et lianes le dissimulaient sur 3 côtés. Il avait une ligne de vue dégagée vers la position précédente de George à l'arbre abattu. Il attendait que George apparaisse là-bas, ou qu'il tire sur l'appât dans le palmier. George avait 2 problèmes. D'abord, le vrai tireur d'élite observait le mauvais endroit. Si George tirait sur lui, le son révélerait la vraie position de George. Le tireur se déplacerait avant que George ne puisse actionner la culasse et chambrer une autre cartouche. Ensuite, si George ne faisait rien, le tireur finirait par réaliser que George n'était pas à l'arbre abattu et commencerait à le chercher. George décida d'utiliser l'appât contre eux. Il visa le tireur leurre dans le palmier, ajusta pour le vent, tira. Le tireur leurre eut un sursaut et tomba du palmier. George pivota immédiatement son fusil vers le banyan à 28 mètres. Le vrai tireur réagirait au coup de feu. Il se tournerait vers le son. Ce mouvement créerait un déplacement. George le vit. Un léger changement. Le tireur se repositionnait pour faire face à l'emplacement de George. George plaça le réticule sur la forme sombre et tira avant que le tireur ne se retourne complètement. Le vrai tireur d'élite tomba. Son fusil dégringola après lui. 2 coups, 2 morts. Mais George avait révélé sa position à quiconque regardait. Il saisit son fusil et ses munitions et courut. Il se déplaça vers l'est le long de la ligne de rochers et se laissa tomber dans un fossé de drainage à 37 mètres. Il se plaqua dans la boue et attendit. À 8h34, des tirs de mitrailleuses japonaises balayèrent les rochers où il s'était positionné 6 secondes plus tôt. Les balles soulevèrent de la poussière et des éclats de pierre. Le tir dura 17 secondes. Quand il s'arrêta, George compta jusqu'à 60 avant de bouger. Il se déplaça à nouveau, cette fois vers une position 90 mètres à l'est, un cratère d'obus partiellement rempli d'eau de pluie. George s'installa dans le cratère, avec de l'eau jusqu'à la poitrine. Il cala le Winchester sur le rebord du cratère et reprit l'observation des arbres. 10 morts confirmés. Un restant. Le 11e tireur d'élite serait le meilleur, le plus intelligent, le plus expérimenté. Il avait vu 10 de ses camarades mourir en 3 jours. Il connaissait les tactiques de George. Il connaissait le fusil de George. Il connaissait la position approximative de George. Et quelque part dans ces arbres, il observait, attendait, planifiait. George balaya la jungle à travers sa lunette. Le grossissement de la Lyman alaskan rendait les formes distantes visibles, mais non identifiables.
Chaque point sombre pouvait être une branche ou un homme. George devait étudier chacun soigneusement. À 9h47, il réalisa son erreur. Le 11e tireur d'élite n'était pas dans les arbres. Il était au sol et il se déplaçait vers la position de George. George aperçut le mouvement à la périphérie de sa vision, à 55 mètres au sud, près du sol. Une forme se déplaçant à travers les broussailles, parallèlement à la lisière des arbres. Le tireur d'élite japonais utilisait la végétation du sol de la jungle comme couverture, fougères, lianes, branches tombées. Il rampait vers la dernière position connue de George, près des rochers. George resta immobile dans le cratère rempli d'eau. Le Winchester était déjà en épaulement. Sa respiration était contrôlée, mais l'angle était mauvais. Le rebord du cratère bloquait sa vue sur le tireur qui approchait. George devrait se lever pour avoir un tir dégagé. Se lever l'exposerait. Le tireur d'élite japonais s'arrêta de bouger à 9h52. Il avait atteint une position à 37 mètres des rochers. George observa à travers sa lunette. Le tireur étudiait les rochers, cherchant un mouvement, un signe de sa cible. George attendit. La patience était la compétence primordiale du travail de tireur d'élite. La capacité à rester immobile, à laisser passer le temps, à attendre le bon moment plutôt que de forcer un mauvais tir. À 9h58, le tireur d'élite japonais se remit en mouvement. Il rampa vers l'avant. 32 mètres des rochers, 27 mètres, 23 mètres. Il approchait par le côté sud, le côté que George avait utilisé lorsqu'il s'était replié sous les tirs de mitrailleuse. George comprit la tactique. Le tireur d'élite japonais avait observé l'attaque à la mitrailleuse. Il savait que George s'était déplacé vers l'est depuis les rochers. Il remontait maintenant la route d'évacuation la plus probable, chassant George comme George l'avait chassé. À 10h03, le tireur d'élite japonais atteignit les rochers. Il se glissa dans le nid de mitrailleuse et prit une position faisant face à l'est, vers le fossé de drainage, vers la zone où George aurait dû se replier. Le tireur était maintenant à 35 mètres de la position réelle de George dans le cratère inondé, mais il faisait face à la mauvaise direction. Son dos était exposé. George avait un tir dégagé. Corps à 35 mètres. Un tir facile, même sans lunettes. Mais George hésita. Ce tireur avait survécu à 10 jours d'opérations américaines dans les bosquets de Point Cruz. Il avait vécu plus longtemps que 10 autres tireurs d'élite. Des hommes qui étaient de morts parce qu'ils avaient fait des erreurs. Cet homme ne ferait pas d'erreur. La position dans les rochers était trop exposée, trop vulnérable. Aucun tireur d'élite expérimenté n'y resterait plus de quelques secondes. Cela devait être un autre leurre, une autre position piège. George garda sa lunette sur le tireur dans les rochers, mais élargit sa conscience à la zone environnante. Si c'était un appât, la vraie menace serait positionnée pour le couvrir, quelque part avec une ligne de vue sur quiconque tirerait. À 10h06, George le trouva. Un deuxième soldat japonais, à 65 mètres au nord-ouest des rochers, derrière un tronc d'arbre tombé. Ce soldat ne bougeait pas, ne se repositionnait pas. Il regardait, attendait simplement. Son fusil était pointé vers le fossé de drainage où George aurait dû être caché. 2 hommes. Pas un. Le 11e tireur d'élite avait amené du renfort. Ou peut-être s'agissait-il des 2 derniers tireurs d'élite, les numéros 10 et 11, travaillant ensemble. George prit sa décision. Il ne pouvait pas abattre les 2 hommes avant qu'ils ne réagissent. Le Winchester à verrou l'obligeait à actionner la culasse entre les tirs. Cela leur donnerait le temps de le localiser et de riposter. Il avait besoin d'une approche différente. George s'abaissa lentement plus profondément dans l'eau. Il s'immergea jusqu'à ce que seuls ses yeux et le sommet de sa tête restent au-dessus de la surface. Il garda le Winchester pointé vers le ciel pour empêcher l'eau de pénétrer dans le canon. Puis, il attendit. À 10h13, le soldat japonais dans les rochers se leva. Il avait passé 10 minutes à observer le fossé de drainage sans rien voir. Il croyait que George s'était déplacé plus à l'est. Il se tourna et fit signe à son partenaire derrière l'arbre tombé. Les 2 hommes commencèrent à se déplacer vers l'est, parallèlement l'un à l'autre,
à 65 mètres d'intervalle. Ils effectuaient un ratissage, prévoyant de débusquer George ou de trouver sa position. George resta dans l'eau, immobile. Les 2 soldats japonais dépassèrent son cratère. Ils étaient maintenant entre George et la lisière des arbres. Leur dos était exposé. George émergea de l'eau. Lentement, silencieusement, il mit le Winchester en épaule. L'eau dégoulinait du canon, de son uniforme, de son visage. Il visa le soldat le plus proche, celui qui était dans les rochers, maintenant à 38 mètres. George tira. Le soldat s'effondra. George actionna la culasse, chambra une autre cartouche, pivota le fusil vers le second soldat derrière l'arbre tombé. L'homme se tournait, levait son fusil. George tira le premier. Le second soldat tomba. 11 coups de feu tirés en 3 jours. 11 tireurs d'élite japonais morts. George avait nettoyé les bosquets de Point Cruz de la menace qui avait tué 14 Américains en 72 heures. Mais alors que George sortait du cratère et récupérait ses douilles vides, un son le fit se figer. Des voix japonaises provenant de la lisière des arbres. Plusieurs hommes se déplaçant vers les soldats tombés. George avait tué les tireurs d'élite, mais les tireurs d'élite n'avaient pas opéré seuls. George replongea dans le cratère. L'eau était froide, boueuse. Il s'immergea jusqu'à ce que seuls ses yeux restent au-dessus de la surface. Le Winchester, il le tint verticalement pour garder le canon dégagé. Les voix japonaises se firent plus fortes, au moins 6 hommes, peut-être plus. Ils se déplaçaient vers les 2 tireurs d'élite morts. George entendit des branches craquer, de l'équipement s'entrechoquer. Ce n'étaient ni pas des tireurs d'élite, de l'infanterie, une patrouille ou une équipe de récupération envoyée pour collecter les corps. George compta les secondes. Les voix s'arrêtèrent à l'emplacement du premier corps, à 38 mètres de son cratère, assez près pour qu'il puisse les entendre clairement, même sans comprendre les mots. Puis les voix se déplacèrent vers le second corps. Plus de conversation, des tons urgents. À 10h28, les voix se remirent en mouvement. Non pas vers la lisière des arbres, mais vers le cratère de George. Ils avaient trouvé ses traces, des empreintes de bottes dans la boue menant des rochers au cratère. George avait fait attention au bruit et au mouvement. Il n'avait pas fait attention aux traces. George avait 5 cartouches dans le Winchester, 6 soldats japonais au minimum. Des mauvaises chances pour un fusil à verrou. Il considéra ses options. Rester caché et espérer qu'ils passent à côté ou combattre. Les voix se rapprochèrent. 27 mètres, 23 mètres, 18 mètres. À 10h31, un soldat japonais apparut au bord du cratère. Il regardait directement George. Leurs yeux se rencontrèrent. George tira depuis l'eau. Le soldat tomba à la renverse. George actionna la culasse tout en restant immergé, chambra une autre cartouche, se redressa. 2 autres soldats étaient au bord du cratère. George tira, actionna la culasse, tira à nouveau. Les 2 soldats s'effondrèrent. 3 cartouches restantes. George entendit des cris. Plus de soldats se dirigeant vers lui. Il sortit du cratère par le côté nord, à l'opposé des voix qui approchaient. Il courut 18 mètres et se jeta derrière un arbre tombé. Des tirs de fusil japonais craquèrent dans la jungle. Des balles frappèrent le sol autour du cratère, autour de l'arbre tombé. Les soldats tiraient sur des mouvements, des sons, pas sur des cibles confirmées. George resta baissé. Il balaya la zone à travers sa lunette, vit un mouvement. 2 soldats avançant vers le cratère. À 46 mètres. George visa le soldat de tête, tira. Le soldat tomba. Le second soldat plongea pour se mettre à couvert. 2 cartouches restantes. George entendit plus de voix derrière lui. Les Japonais le contournaient. Un groupe approchant du sud, un autre de l'est. George était sur le point d'être encerclé. Il prit sa décision. Il ne pouvait pas gagner un échange de tirs avec un fusil à verrou contre plusieurs soldats avec des armes semi-automatiques. Il devait rompre le contact, se replier vers les lignes américaines. George saisit son fusil et courut vers le nord. Il sprinta à travers les broussailles de la jungle. Des lianes accrochèrent ses bottes. Des branches lui fouettèrent le visage.
Des tirs de fusils japonais le poursuivirent, des balles sifflèrent près de lui, frappèrent des arbres, soulevèrent de la terre. George courut pendant 90 secondes avant de plonger dans un autre cratère d'obus. Celui-ci était sec. Il se plaqua contre la paroi du cratère et écouta. Les voix japonaises étaient lointaines maintenant. Ils n'avaient pas poursuivi. Ils se regroupaient autour de leur mort. George vérifia son fusil. De la boue sur la crosse, l'eau dégoulinait encore du canon. Il lui restait 2 cartouches et aucune lame chargeuse. Les lames étaient dans son sac. Le sac était quelque part près du cratère inondé. À 10h47, George se remit en mouvement. Pas en courant, en marchant, en restant bas, utilisant le terrain comme couverture. Il se déplaça vers le nord-est, vers les lignes américaines. La jungle était silencieuse. Pas de voix, pas de mouvement, juste le son de sa propre respiration et le grondement lointain de l'artillerie. À 11h13, George atteignit le périmètre américain. Une sentinelle marine le interpella. George s'identifia. La sentinelle le conduisit à l'intérieur. George se rendit au poste de commandement du bataillon et rapporta au capitaine Morris. Morris voulait un compte-rendu complet. George le fournit. 11 tireurs d'élite japonais tués en 4 jours. 12 cartouches tirées contre les tireurs d'élite. 11 impacts. Puis un échange de tirs avec de l'infanterie. 3 morts supplémentaires. 5 cartouches au total dans cet engagement. Morris demanda l'état des munitions. George n'avait plus que 2 cartouches. Morris demanda pour le fusil. George dit qu'il était fonctionnel, mais avait besoin d'un nettoyage, de la boue dans le mécanisme, de l'eau dans le canon. Morris dit à George de nettoyer son fusil et de se reposer. Pas d'opération demain. Le bataillon se déplaçait vers l'est. Les bosquets de Point Cruz n'étaient plus une priorité. Les Japonais évacuaient Guadalcanal. Les renseignements suggéraient qu'il terminerait le retrait dans 2 semaines. George retourna à sa tente. Il démonta son Winchester et passa 2 heures à nettoyer chaque composant. Cosmoline et huile pour armes. Des chiffons passés dans le canon jusqu'à ce qu'ils ressortent propres. Il vérifia les montures de la lunette, ajusta le relief d'œil, chargea 5 cartouches neuves. À 14 heures, un message arriva du quartier général de la division. Le commandant du bataillon voulait voir George. George se rendit au quartier général en se demandant si Morris avait déposé un rapport négatif. Engagement non autorisé, dépenses excessives de munitions, opération seule, sans soutien. Au lieu de cela, il trouva Morris et 2 autres officiers qui l'attendaient. L'un d'eux était le colonel Ferry, le commandant du régiment. Ferry n'avait qu'une question. George pouvait-il entraîner d'autres hommes à faire ce qu'il avait fait? George dit qu'il pouvait essayer, mais que cela nécessiterait du temps, des fusils avec des optiques et des hommes qui savaient déjà tirer. Ferry dit que la division avait 14 fusils, Springfield avec des lunettes UNRTL, des fusils de tireurs d'élite laissés par les Marines et qu'il avait 40 hommes dans le régiment qui s'étaient qualifiés comme tireurs d'élite avant le déploiement. Ferry voulait que George crée une section de tireurs d'élite, entraîne les hommes, développe des tactiques, nettoie tout tireur d'élite japonais restant des zones opérationnelles américaines. George accepta, mais il avait une condition. Il voulait garder son Winchester. Ferry approuva la demande. George garda son Winchester modèle 70. Les 14 fusils Springfield avec lunettes Unertel allèrent aux hommes que George allait former. L'entraînement commença le 27 janvier. George avait 40 hommes rassemblés sur un champ de tir improvisé à 3 km à l'est de Henderson Field. Les hommes étaient des tireurs d'élite sur papier. Ils s'étaient qualifiés avec des mires métalliques jusqu'à 460 mètres, mais aucun n'avait d'expérience au combat en tant que tireur d'élite. Aucun n'avait tué un homme depuis une position dissimulée. George commença par les fondamentaux. Contrôle de la respiration, pression sur la détente, lecture du vent. Les fusils Springfield pesaient 5 kg avec les lunettes Unertel. Plus lourd que le Garand, plus lourd que le Winchester de George.
Le poids rendait les fusils stables mais fatigants à tenir pendant de longues périodes. George leur apprit à utiliser tout support disponible, rochers, troncs, sacs de sable. La jungle offrait rarement des positions de tir parfaites. Les tireurs d'élite devaient s'adapter au terrain et créer des plateformes stables à partir de n'importe quel matériau disponible. L'entraînement au tir dura 3 jours. George fit tirer les hommes sur des cibles stationnaires de 90 à 365 mètres, puis sur des cibles mobiles, puis sur des cibles partiellement dissimulées par la végétation. Au 30 janvier, 32 des 40 hommes pouvaient toucher régulièrement des cibles de taille humaine à 275 mètres dans des conditions de terrain. George les divisa en 16 équipes de 2 hommes, tireurs et observateurs. L'observateur portait des jumelles et un garant. Son travail était de localiser les cibles et d'assurer la sécurité pendant que le tireur engageait. Après chaque mort, les rôles pouvaient être inversés. Cela gardait les 2 hommes compétents et évitait un point de défaillance unique lié à la dépendance à un seul tireur. Le 1er février, George prit 4 équipes sur le terrain. Leur mission était de nettoyer les positions japonaises à l'ouest de la rivière Matanikau. Les renseignements indiquaient que de petits groupes de soldats japonais opéraient encore dans cette zone. Pas des tireurs d'élite, juste de l'infanterie, des traînards qui n'avaient pas encore évacué. Les 4 équipes prirent position à l'aube. George fut jumelé avec un observateur nommé Caporal Hayes. Ils s'installèrent sur un terrain élevé surplombant une piste que les Japonais utilisaient pour le ravitaillement. À 7h20, un soldat japonais apparut sur la piste. Hayes confirma la cible avec les jumelles. George tira. Le soldat tomba. George actionna la culasse et scruta d'autres cibles. Aucune n'apparut. Au cours des 6 heures suivantes, l'équipe de George engagea 7 autres soldats japonais sur cette piste. 7 coups de feu, 6 morts, un tir manqué à cause du vent. Les 3 autres équipes rapportèrent des résultats similaires. 23 soldats japonais tués ce jour-là. 0 victime américaine. La section de tireurs d'élite continua les opérations jusqu'à début février. Au 9 février, la section avait tué 74 soldats japonais. Le chiffre était conservateur, ne comptant que les morts confirmés où le corps pouvait être observé. L'évacuation japonaise s'accéléra pendant cette période. Des destroyers arrivaient la nuit pour récupérer des troupes au Cap Espérance, à la pointe ouest de Guadalcanal. Les forces américaines poussaient vers l'ouest pour interrompre l'évacuation, mais les Japonais menaient des actions d'arrière-garde efficaces. La section de tireurs d'élite de George fut chargée d'éliminer les soldats japonais couvrant les routes de retraite. Le 7 février, George opérait près de la rivière Tanambogo lorsqu'un fusilier japonais le toucha. La balle frappa George à l'épaule gauche. L'impact le fit tourner et le jeta à terre. Hayes traîna George à couvert et appela un brancardier. La blessure était sérieuse mais non mortelle. La balle avait traversé le muscle sans toucher d'os ou de vaisseau sanguin majeur. George fut évacué vers un hôpital de campagne près de Henderson Field. Les médecins nettoyèrent la blessure et la refermèrent avec des sutures. Ils dirent à George qu'il guérirait, mais qu'il avait besoin de repos. Pas d'opération de combat pendant au moins 3 semaines. George passa 2 semaines à l'hôpital de campagne. Pendant ce temps, les Japonais achevèrent leur évacuation de Guadalcanal. Le 9 février, les forces américaines atteignirent le Cap Espérance et le trouvèrent vide. La campagne était terminée. La section de tireurs d'élite de George avait opéré pendant 12 jours. 74 morts confirmés, 0 victimes amies pendant les opérations de tireurs d'élite. La section fut officiellement reconnue par le quartier général de la division. Le colonel Ferry recommanda George pour une Bronze Star, mais la guerre de George n'était pas finie. Pendant sa convalescence à l'hôpital de campagne, des ordres arrivèrent du commandement du Pacifique. L'armée avait besoin d'officiers de combat expérimentés pour une nouvelle mission, quelque chose en Birmanie, quelque chose de classifié. George se porta volontaire. En mars, George était sur un navire de transport se dirigeant vers l'ouest à travers le Pacifique. Son Winchester Model 70 était emballé dans un étui étanche dans la cale. La lunette Lyman Alaskan était enveloppée dans un chiffon huilé.
Georges ne connaissait pas les détails de la mission en Birmanie. Il savait seulement qu'elle impliquait la guerre en jungle, des patrouilles de longue portée, des opérations derrière les lignes japonaises. Le genre de mission où un homme avec un fusil pouvant toucher des cibles à 550 mètres pourrait s'avérer utile. Le transport atteignit l'Inde le 3 avril. Georges et 200 autres officiers furent briefés sur leur affectation. Ils rejoindraient une nouvelle unité, 3000 hommes au total. L'unité n'avait pas encore de désignation officielle. Les hommes s'appelaient autrement. Ils s'appelaient les maraudeurs de Merrill. Georges fut affecté au 2e bataillon. Son rôle n'était pas officiellement listé comme tireur d'élite. L'armée n'avait pas de position formelle de tireur d'élite dans son tableau d'organisation. Georges était désigné comme chef de section de fusiliers, mais la recommandation du colonel Ferry l'avait suivi depuis Guadalcanal. Le commandement du bataillon savait ce que Georges pouvait faire avec un fusil. L'entraînement eut lieu dans le centre de l'Inde. Le terrain était différent de Guadalcanal, mais les principes restèrent les mêmes. Chaleur, humidité, végétation dense, visibilité limitée. La jungle birmane serait pire. Un terrain plus escarpé, des pluies plus abondantes et un ennemi qui connaissait le terrain mieux qu'aucune force américaine. Georges modifia son équipement pour la mission en Birmanie. Le Winchester Model 70 avait bien performé à Guadalcanal, mais il s'agissait d'opérations à courte portée avec un ravitaillement régulier. La Birmanie impliquerait des patrouilles de plusieurs semaines, sur des centaines de kilomètres à travers la jungle. Chaque gramme de poids comptait. Georges retira la lunette Lyman Alaskan et la remplaça par une Weaver 330 plus légère. La Weaver avait le même grossissement de 2,5 fois, mais pesait 225 grammes de moins. Il remplaça également la crosse en bois par une version synthétique plus légère. Les modifications réduisirent le poids du fusil de 4,4 kg à 4 kg. Pas beaucoup, mais sur une patrouille de 2 semaines avec 27 kg d'équipement, chaque gramme comptait. Les maraudeurs entrèrent en Birmanie en février 1944. Leur mission était d'avancer à travers le nord de la Birmanie et de capturer l'aérodrome de Myitkyina. L'aérodrome était crucial pour les routes d'approvisionnement alliées vers la Chine. Les forces japonaises contrôlaient la zone avec environ 4000 hommes. Les maraudeurs approcheraient par voie terrestre à travers un terrain que les Japonais considéraient impraticable pour de grandes forces. Montagnes, rivières, jungle dense, pas de route, peu de sentiers. La force transporterait tous les ravitaillements sur leur dos ou avec des mules de bas. Pas de transport motorisé, pas de soutien d'artillerie, juste des fusils, des mortiers et la capacité de se déplacer rapidement à travers un terrain impossible. Le bataillon de Georges commença la marche le 24 février. La première semaine couvrit 134 km à travers la jungle montagneuse. Des hommes s'effondrèrent d'épuisement. Les cas de malaria augmentaient quotidiennement. Les mules de bas luttaient avec le terrain. Plusieurs durent être abattus lorsqu'elles se cassèrent une jambe dans des descentes abruptes. En mars, le bataillon avait parcouru 350 km. Ils avaient engagé les forces japonaises 12 fois. De petites escarmouches, des embuscades, de brefs échanges de tirs suivis d'un retrait rapide. Les maraudeurs n'étaient pas censés tenir le terrain. Ils étaient censés se déplacer, harceler, couper les lignes de ravitaillement et créer le chaos derrière les positions japonaises. Georges utilisa son Winchester 3 fois pendant la marche. Une fois à 375 mètres contre un officier japonais dirigeant des troupes à une traversée de rivière. Une fois à 350 mètres contre une position de mitrailleuse. Une fois à 265 mètres contre un tireur d'élite qui avait cloué au sol une patrouille de maraudeurs. 3 coups de feu, 3 morts. Georges ne tira jamais plus d'une fois par engagement. Le son distinctif du Winchester, différent du claquement sec du Garand. Un coup de feu annonçait sa présence. Un second coup donnerait aux Japonais le temps de le localiser. Georges apprit à tirer et à bouger immédiatement. La marche vers Myitkyina prit 3 mois. Fin mai, les maraudeurs avaient parcouru plus de 1100 kilomètres. Ils avaient perdu plus d'hommes à cause des maladies qu'au combat. Malaria, dysenterie, typhus.
L'unité qui était entrée en Birmanie avec 5300 hommes était réduite à moins de 3000 hommes en état de combattre. Le 17 mai, les maraudeurs capturèrent l'aérodrome de Myitkyina. L'opération fut un succès, mais le coup avait été sévère. L'unité était inefficace au combat. Trop de victimes, trop de malades, trop de temps dans la jungle sans repos ni soins médicaux appropriés. George survécut à la campagne de Birmanie. Son Winchester aussi, mais le fusil qui s'était avéré si efficace à Guadalcanal n'avait été utilisé que 7 fois en 3 mois d'opération. Les maraudeurs s'engageaient rarement dans le genre de tir de précision à longue portée qui nécessitait un fusil avec lunettes. La plupart des combats étaient des embuscades à courte portée à 45 mètres ou moins, des échanges de tirs dans une végétation dense où l'on pouvait à peine voir à 9 mètres. George réalisa quelque chose pendant ces 3 mois en Birmanie. Le Winchester Model 70 était un excellent fusil, peut-être le meilleur fusil de sport à verrou jamais fabriqué. Mais la guerre moderne changeait. Les fusils semi-automatiques comme le Garand devenaient la norme. La prochaine guerre nécessiterait des armes différentes, des tactiques différentes. Mais il n'y aurait pas de prochaine guerre pour George, pas immédiatement. En juin 1944, il fut évacué de Birmanie avec le reste des maraudeurs. L'unité fut dissoute. George fut réaffecté à des tâches d'entraînement aux États-Unis. Il ne tira plus jamais avec son Winchester au combat. George retourna aux États-Unis en juillet 1944. L'armée le promut capitaine et l'affecta à Fort Benning, en Géorgie. Son travail était d'entraîner les officiers d'infanterie au tir et aux tactiques de petites unités. Il enseigna les leçons apprises à Guadalcanal et en Birmanie. Comment se déplacer en terrain de jungle, comment identifier et engager des cibles à distance, comment opérer indépendamment sans ligne de ravitaillement. Il garda son Winchester Model 70. Le fusil avait voyagé de l'Illinois au Tennessee à Guadalcanal, en Inde, en Birmanie, en Géorgie. Il avait tué au moins 14 soldats ennemis dans des engagements confirmés, probablement plus. George avait arrêté de compter après la Birmanie. Le fusil reposait dans un coffre à pied, dans ses quartiers à Fort Benning. George le regardait rarement. La guerre avait changé. Les îles du Pacifique étaient reprises une par une. Les forces américaines avançaient à travers la France et vers l'Allemagne. Le besoin de tireurs individuels avec des fusils achetés personnellement s'estompait. L'armée standardisait la production de masse, les pièces interchangeables, des soldats avec un équipement identique et un entraînement identique. George comprenait la nécessité. La guerre moderne exigeait une échelle industrielle, mais quelque chose se perdait. La compétence individuelle, l'approche artisanale du métier de soldat, l'idée qu'un homme avec le bon fusil et le bon entraînement pouvait changer l'issue d'une bataille. George fut libéré de l'armée en janvier 1947. Lieutenant-colonel, 2 Bronze Stars, un Purple Heart, un insigne de combat d'infanterie. Il retourna dans l'Illinois et s'inscrivit à l'université de Princeton avec la G.I. Bill. Il étudia les sciences politiques, obtint son diplôme avec les plus hautes distinctions en 1950. Après Princeton, George passa 4 ans à Oxford, puis 4 ans en Afrique orientale britannique, étudiant la politique et les institutions régionales. Il finit par s'installer à Washington, D.C., comme directeur exécutif de l'Institute of African American Relations. Plus tard, il rejoignit le Foreign Affairs Institute du département d'État comme consultant et conférencier sur les affaires africaines. George ne parla jamais publiquement de Guadalcanal ou de la Birmanie pendant ces années. Il avait des collègues qui savaient qu'il avait servi dans le Pacifique, mais il ne connaissait pas Point Cruz. Il ne connaissait pas les tireurs d'élite japonais. Il ne connaissait pas le Winchester Model 70 qui reposait dans un étui chez lui. En 1947, George décida d'écrire ce qui s'était passé. Pas pour publication, juste pour ses propres archives. Il voulait documenter les armes et les tactiques de la guerre en jungle pendant que les détails étaient encore frais. Il écrivit pendant 6 mois. Le manuscrit atteignit plus de 400 pages.
Un ami à la National Rifle Association lut le manuscrit et suggéra une publication. George était réticent. Le livre était technique, avec des descriptions détaillées de fusils, de munitions et de balistique. Pas le genre de contenu qui intéressait les lecteurs généraux, mais la NRA le convainquit. Le livre fut publié en 1947 sous le titre Shots Fired in Anger. Il devint un classique parmi les passionnés d'armes à feu et les historiens militaires. Le livre décrivait les expériences de George à Guadalcanal et en Birmanie avec une précision clinique. Pas d'enjolivement, pas d'adoration du héros, juste des faits et des observations sur ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas au combat. Le livre est toujours imprimé aujourd'hui, toujours utilisé comme référence par les collectionneurs et les historiens étudiant les armes légères de la Seconde Guerre mondiale. Les descriptions par George des armes japonaises restent parmi les comptes rendus contemporains les plus détaillés disponibles. George vécut assez longtemps pour voir les États-Unis mener 3 autres guerres, Corée, Vietnam, guerre du Golfe. Il observa l'évolution des fusils militaires, du Garand au M14 au M16. Il observa le tir de précision devenir une spécialité militaire formelle avec un entraînement et un équipement dédiés. Il observa les leçons de la Seconde Guerre mondiale être réapprises et affinées par de nouvelles générations de soldats. John George mourut le 3 janvier 2009. Il avait 90 ans. Le Winchester Model 70 qui avait tué des tireurs d'élite japonais à Guadalcanal fut donné au National Firearms Museum à Fairfax, en Virginie. Il repose dans une vitrine avec une plaque décrivant son histoire. La plupart des visiteurs passent sans s'arrêter. Il ressemble à n'importe quel autre fusil de chasse vintage, mais il ne l'est pas. C'est le fusil qui prouva qu'un champion de tir d'un État, avec une lunette achetée par correspondance, pouvait surpasser au tir des tireurs d'élite militaire formés professionnellement. Le fusil qui nettoya les bosquets de Point Cruz en 4 jours, alors qu'un bataillon entier n'y était pas parvenu en 2 semaines. Le fusil qui changea la façon dont l'armée américaine envisageait le tir de précision individuel dans la guerre moderne.